Olivier, je vois que tu es connecté, tu es en Bonjour ligne. Muriel, Bonjour, tout va bien? tout va très Merci bien d'être ici. là. Magnifique, Ouais. super. Alors, Olivier Sauvage, vous êtes CEO de l'agence Wixperience, agence à Lille dédiée à la création d'expériences utilisateurs. On en parlait justement avec Damien juste avant que vous n'arriviez dans la salle. Donc, expérience utilisateur digitale dans le domaine du marketing. Vous allez nous expliquer comment vous mettez en œuvre des méthodes qui tirent parti de l'observation des utilisateurs pour créer des sites qui convertissent davantage. Et vous dites, cela fonctionne pour tout type d'annonceurs, tout type de site, sans discrimination de la taille. Avant de vous donner la parole, je voudrais juste préciser une chose, c'est que quand je vous ai demandé si vous pouviez m'expliquer pourquoi le taux de conversion était plus faible sur mobile en e-commerce, vous m'avez dit que c'est souvent une question d'ergonomie, que les efforts cognitifs sont plus importants. Les appréhensions, les craintes, notamment par rapport au paiement mobile, sont plus nombreuses également. Et puis, vous m'avez dit aussi que, en parlant de ces craintes, de ces appréhensions, que votre métier, c'est surtout une question d'expertise, c'est surtout une question d'observation, c'est surtout une question de culture. Et ça encore, je trouve que ça souligne l'attachement qu'on a dans nos métiers à la dimension humaine, parce que c'est cela. Votre métier, c'est de l'expertise pure que vous avez engrangée, stockée à partir de la culture, de l'observation. Je me réjouis de vous entendre. Merci Olivier, je vous donne la parole. Merci beaucoup Muriel et merci aussi à Damien qui m'a précédé dans cette conférence et qui m'a invité à participer et à parler. Alors, je suis désolé, je vais essayer de partager mon écran très rapidement pour qu'on puisse démarrer. J'espère que je ne vais pas commettre d'erreur de manipulation, mais ça devrait aller. Et n'hésitez pas à me dire si ce que vous voyez n'est pas très conforme à ce que je voudrais vous montrer. Normalement, voilà, Ça j'imagine m'a que l'air vous aurez… parfait. Voilà, très bien. OK. Et ben, encore une fois, donc bonjour. Je vais commencer d'abord par saluer tout le monde. Bonjour à tous. Merci d'être présents. Et merci encore une fois à Damien et Muriel de m'avoir fait participer à cette série de conférences. Et donc, effectivement, moi, je vais vous parler d'expérience utilisateur, essayer de vous faire comprendre à quoi sert l'UX, qui est un acronyme qu'on utilise de plus en plus souvent, l'ergonomie, et voir comment cela peut servir en fait les e-commerçants dans le domaine du e-commerce, bien sûr. Un petit mot sur moi avant juste de démarrer. Donc, j'ai fondé mon agence Wexperience il y a 10 ans, mais vous devez peut-être le voir maintenant, je suis un vieux de la vieille hein, dans le web. J'ai commencé à travailler dans le digital à la fin des années 90. J'ai même fait mon premier site e-commerce, je pense, en 98 ou 99, à l'époque où on n'en parlait pas du tout encore du e-commerce. Donc aujourd'hui, je suis le dirigeant de 4 agences dans le digital. Je suis un ex-blogueur. J'avais fondé en 2006 le blog Capitaine Commerce pour les plus anciens. Je pense que le blog a intéressé pas mal de monde à une certaine époque. Et puis, je suis aussi un cycliste euh, aguerri, je ne sais pas, mais en tout cas un fan de VTT. C'est pour ça que je vous montre une photo de moi en train de faire du VTT. C'est une discipline qui compte beaucoup pour moi, qui m'aide beaucoup aussi à supporter le monde du digital qui parfois est un peu oppressant. Et ce n'est pas pour rien, c'est parce que justement, c'est un sujet, on va dire, oppressant pour les internautes aussi. Et c'est pour ça que je fais de l'ergonomie aussi pour aider les gens à mieux supporter les parcours utilisateurs sur les sites de e-commerce. Alors très rapidement, quand même, pour que vous voyez un petit peu ce que je fais autour de moi, c'est à la fois de l'UX, et comme je vous disais, donc j'ai 4 agences, là vous en voyez déjà 3, avec Wexperience, qui est mon agence principale sur la création de sites, l'étude de l'ergonomie des sites, les tests utilisateurs, tout ce qui concerne en fait l'optimisation de l'expérience utilisateur digital online. Wexity, qui est une filiale qui s'occupe de développement informatique et qui en fait accompagne Wexperience dans la création, la programmation, la création d'interfaces innovantes, qui s'occupent beaucoup de HTML, de CSS, de développement de front et de back-office. Et également Digitalis, qui est notre agence spécialisée dans les web analytics et qui nous accompagne aussi dans nos projets pour aider les e-commerçants à mieux comprendre ce qui se passe sur leur site, mais d'un point de vue statistique, on va dire. Enfin, pour terminer, la petite dernière, c'est Marco Polo. C'est une agence qui est née en juin et qui est une agence d'accompagnement à l'innovation pour les entreprises du digital, mais pas que, en fait, pour toutes les entreprises, avec la volonté notamment d'aider, alors c'est plutôt une agence qui s'adresse aux grosses entreprises, d'aider les grandes entreprises à mieux innover,
C'est un constat qu'on fait en général aujourd'hui, c'est qu'il est assez difficile pour beaucoup d'entreprises d'innover. C'est des process compliqués qui échouent souvent. Donc voilà, on a créé cette agence avec quelques associés à Lille et à Bordeaux. Pour vous donner aussi un peu une idée de la typologie des entreprises avec lesquelles on travaille, ici quelques-unes de nos références, on en a plusieurs dizaines, voire au moins une centaine depuis 10 ans, qui sont vraiment dans tous les domaines du business digital. Donc, vous voyez, il y a beaucoup d'assureurs, bien sûr, beaucoup de e-commerçants aussi. On a beaucoup travaillé avec des e-commerçants au début de Web-Experience, même si c'est un petit peu moins le cas aujourd'hui. Mais également des grandes entreprises dans le domaine de l'énergie, hein, comme GRDF, comme Total, dans la grande distribution, avec Carrefour, bien sûr, dans la presse, avec Prisma Media, et puis le Télégramme de Brest, qui est un grand quotidien français, dans la VAD, bien sûr, et puis dans tout un tas d'autres types d'entreprises. Actuellement, d'ailleurs, ce que je peux vous dire, c'est qu'on travaille beaucoup avec des entreprises du B2B, dans le domaine de la distribution. Pourquoi? Parce que ce sont des entreprises qui commencent à arriver à maturité sur le digital et qui donc cherchent à se perfectionner et à améliorer leurs performances sur le digital. Voilà, donc aujourd'hui, je vais essayer de vous parler d'un sujet qui me tient à cœur, que je connais bien, puisque ça fait 10 ans que j'en fais, même encore un petit peu plus. Je vais essayer d'être le plus didactique possible, ne sachant pas forcément à qui je m'adresse. Alors, il y a sans doute des gens qui sont très avancés sur le sujet ici, des gens qui le sont moins. Mon idée, c'est peut-être de reparcourir ce que c'est que vraiment l'UX dans le monde du digital, à quoi ça sert, comment on peut se servir de l'UX pour améliorer la performance économique des sites. Et puis ensuite, on terminera par quelques exemples. J'aurais pu vous en montrer des centaines des exemples. On y aurait passé beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Ce qui compte, c'est que vous compreniez bien un petit peu ce qu'on fait, nous, pour nos clients et comment on peut les aider à améliorer leur performance online grâce à l'UX. Donc, l'UX, c'est quoi? Alors, en français, enfin en anglais, ça veut dire User Experience. C'est expérience utilisateur. C'est un mot qu'on entend évidemment de plus en plus souvent. Alors, l'UX qu'il faut retenir quand on est e-commerçant, je pense, c'est qu'on parle d'abord d'expérience et pas de design. Pourquoi je dis ça? Je pense que pendant très longtemps, et encore aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont tendance à penser que l'UX ou l'ergonomie, c'est un travail de conception graphique, de conception de maquettes, alors que ce n'est pas du tout ça. Disons que la conception de maquette ou la conception de site ou la conception graphique, c'est la partie émergée de l'iceberg. C'est ce qu'on voit de l'UX. L'UX, c'est vraiment, quand on parle d'UX, on parle vraiment d'expérience client. Donc notre métier, c'est vraiment de nous intéresser non pas finalement au design graphique des interfaces, mais à ce que vivent vraiment les utilisateurs, vos clients. Comment ils interagissent avec votre interface? Est-ce qu'ils sont contents, pas contents? Est-ce qu'ils comprennent ou est-ce qu'ils ne comprennent pas? Est-ce qu'on leur offre des expériences qui sont enthousiasmantes ou au contraire ennuyeuses? L'UX, c'est vraiment ça. C'est vraiment s'intéresser à qui sont les gens, qui sont vos clients, et comment on peut faire pour que, une fois qu'ils sont arrivés sur votre site ou sur votre application mobile, finalement, ce qui compte, c'est qu'on arrive à les satisfaire. Alors évidemment, pour vous, commerçants, le but, c'est d'arriver à vendre plus de services, plus de produits, mais vous n'y arriverez que si vous arrivez à procurer à vos utilisateurs des expériences satisfaisantes. Pour illustrer ça, et pour que vous compreniez un petit peu mon propos, et puis après on ira dans des choses un peu plus concrètes, je voulais juste vous montrer un exemple que j'aime bien, qui a beaucoup à voir avec l'UX, sans qu'on s'en rende bien compte en général, mais un exemple que tout le monde connaît, je suppose, puisque chez nous en France, il y a pas mal de magasins Ikea, et moi qui suis à Lille, je peux vous dire que donc j'habite pas très loin d'un Ikea, et que je pense que tous parmi vous avez peut-être été au moins une fois dans votre vie dans un magasin Ikea, et donc in fine, il y a des chances aussi que vous ayez monté un meuble Ikea vous-même. Ce qui constitue un véritable exploit dans certains cas, et je prends notamment le mien, qui suis sans doute un des pires bricoleurs qui soit sur cette planète. Bon, j'exagère peut-être un petit peu, je n'ai pas autant de valeur que ça, mais je suis vraiment quelqu'un de très maladroit de mes mains, et en tout cas, j'ai surtout aucune patience dès qu'il faut faire quelque chose de manuel. Or, j'arrive à monter des meubles Ikea. Pas toujours, je vous l'avoue, mais j'y arrive. Et ce qui est intéressant dans cette expérience de montage de meubles, qui est vraiment une expérience et qui commence par la visite en magasin, dans un magasin Ikea, bien sûr, et j'imagine que vous avez tous vécu ce parcours
dans lequel vous ne pouvez pas sortir du magasin IKEA. C'est le début en fait, de l'expérience client chez IKEA. Cette expérience-là continue et se prolonge après l'achat, au moment où vous montez le meuble. Et cette notice de montage que je vous montre, et qui est typique en fait des notices de montage IKEA, elle est vraiment l'aboutissement d'un travail d'UX de la part des ingénieurs et des designers d'IKEA. C'est-à-dire qu'elle n'est pas faite au hasard, c'est-à-dire que ce n'est pas simplement un graphiste doué qui aurait inventé des petits bonhommes et écrit des textes courts pour qu'on puisse comprendre la notice. Non, c'est un travail collaboratif qui a été fait à la fois avec les ingénieurs pour concevoir la manière dont le meuble allait se démonter et être mis dans les cartons d'emballage. C'est un travail collaboratif avec les designers qui vont créer le meuble pour qu'on puisse l'assembler et le désassembler facilement. Et puis avec des designers graphiques aussi qui vont essayer de comprendre comment on monte ce meuble et comment rendre ce montage de meubles ergonomique, c'est-à-dire facile pour tout le monde. Et le résultat de tous ces efforts conjoints, finalement, c'est ces fameuses notices qu'on connaît tous, qu'on a tous utilisées au moins une fois dans sa vie et qui, normalement, vous ont permis d'aboutir au Graal, on va dire, de l'expérience client, qui est la satisfaction utilisateur. La satisfaction utilisateur chez IKEA, c'est quand vous avez monté votre meuble et que vous l'avez mis dans votre salon, dans une autre pièce, et que vous pouvez le montrer à vos amis. À ce moment-là, on peut dire que l'expérience client IKEA se termine. Et on voit très bien qu'il y a eu un travail de création d'expérience qui se matérialise non pas par une interface, mais par une notice, et qui amène en fait à créer une expérience satisfaisante qui fait qu'on revient ensuite chez IKEA. Mais de ça, on en parlera après. Donc ça, c'était un petit exemple un peu en dehors du digital, mais pour que vous compreniez bien que quand on parle du X, on ne parle pas forcément de création graphique ou de création d'interface. Un autre aspect sur lequel j'aimerais insister et sur lequel je dois vous donner quelques explications, c'est que quand on parle d'expérience utilisateur, c'est vrai qu'à la base, on parle d'ergonomie. L'ergonomie, c'est quoi? C'est tout simplement arriver à rendre facile les interactions entre une interface informatique et des êtres humains. C'est assez facile à comprendre, c'est assez balisé, c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps. L'ergonomie, elle a démarré au début du XXe siècle dans les usines de Ford. Quand Ford voulait augmenter la productivité des ouvriers, elle s'est prolongée dans l'ergonomie des bureaux, où on a travaillé sur l'aménagement des postes de travail pour qu'ils soient simples et faciles à utiliser, pour augmenter le confort et la productivité des employés. Et puis, on trouve de l'ergonomie partout, dans les cockpits d'avions, dans les habitacles d'automobiles, même dans les appareils médicaux, par exemple les appareils d'anesthésie, où le moindre mouvement, la moindre erreur de manipulation peut entraîner des conséquences très très graves. Donc ces appareils-là sont créés en collaboration avec des ergonomes pour que, encore une fois, les anesthésistes ne se trompent pas et manipulent bien l'appareil. Mais tout ça, c'est extrêmement fonctionnel, c'est extrêmement pratique et c'est une dimension très importante de l'expérience utilisateur. Mais il y a une autre dimension qu'il ne faut pas oublier et qui est très importante, c'est la dimension, encore une fois, d'expérience. Et au sein de cette dimension expérience, c'est le plaisir. Il faut que quand vous créez un site de e-commerce, quand vous créez un site de service en ligne, quand vous faites des affaires en ligne, du business en ligne, il faut aussi que vous dépassiez la simple bonne ergonomie du site pour arriver à créer des interfaces qui entraînent des expériences émotionnelles, qui entraînent du plaisir. Et c'est exactement ce que dit Don Norman, qui est un des pontes de l'UX mondial. Il a notamment beaucoup travaillé pour Apple, et qui dit simplement que si vous voulez que vos utilisateurs soient satisfaits en surfant sur votre site ou en utilisant votre application, il faut aussi qu'ils ressentent des choses. Et ces choses-là, ça ne doit pas être uniquement de la satisfaction par rapport à du fonctionnel, ça doit être du plaisir dans l'expérience utilisateur. Je voulais vous montrer ça parce que c'est aussi une dimension très, très importante qu'il faut pouvoir atteindre pour pouvoir ensuite fidéliser plus vos internautes, les faire adhérer plus à votre marque, les faire revenir plus souvent sur votre site. Alors maintenant, un petit exemple que je tenais absolument à vous montrer parce que je l'ai posté la semaine dernière sur LinkedIn. Mais moi, j'ai des bureaux qui sont en plein centre de Lille, qui est une ville assez grande, somme toute. Et puis, comme c'est une ville assez grande, évidemment, le centre-ville est bardé d'horodateurs parce qu'on ne veut pas que les voitures restent trop longtemps parquées dans le centre-ville, on veut que ça tourne. Et depuis un an ou deux, et j'imagine que c'est pareil dans toutes les villes européennes maintenant, on voit à droite ce genre d'horodateurs. Alors, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui les ont essayés. Moi, je les ai beaucoup éprouvés. Et ils sont d'une complexité absolument innommable. C'est-à-dire que
quand on essaie simplement de payer quelque chose qu'on n'a pas envie de payer en plus, pour rester un quart d'heure parqué sur un parking en centre-ville, on passe honnêtement plus de 1 ou 2 minutes, voire des fois beaucoup plus longtemps, à faire ce paiement. Et il y a même des gens qui n'y arrivent pas. L'idée du post de la semaine dernière m'est venue quand j'ai observé 3 personnes qui étaient ensemble tournées autour de cet horodateur pour essayer de faire cette transaction. Eh ben, je voulais vous montrer ça parce que ça m'a frappé à l'époque, enfin à l'époque c'était une semaine, ça m'a frappé parce que je me suis dit, mais comment se fait-il qu'on soit arrivé à un tel niveau de complexité pour une action aussi simple? Et il m'est remonté en mémoire ces vieux parcs-mètres, ces vieux horodateurs, on appelait ça des parcs-mètres à l'époque des années 70 de mon enfance, donc voilà, maintenant vous savez à peu près mon âge, qui étaient d'une simplicité biblique. Il suffisait juste de mettre une pièce, de tirer une tirette, et hop, on avait payé sa place de parking. Et entre les deux, on remarque une chose. D'abord, il y a 50 ans qui se sont écoulés, mais pour l'utilisateur, on se rend compte d'une chose vraiment importante, c'est que c'est exactement le même service. La seule chose que vous avez à faire, c'est payer pour du temps, pour acheter du temps, pour vous garer. Et là, qu'est-ce qui se passe? En 50 ans, on a bardé l'horodateur et le parc-mètre de technologie, de complexité, de différents moyens de paiement à distance, de paiement par carte bancaire, de paiement par pièce, et on se rend compte qu'on y passe beaucoup plus de temps, que c'est devenu beaucoup plus complexe. Eh bien, je voulais vous montrer cet exemple parce que c'est un exemple typique de ce qu'il ne faut pas faire et qu'on retrouve aussi beaucoup dans beaucoup d'applications, dans beaucoup de services, dans beaucoup de sites web, où à force de vouloir rendre service au client sans s'en préoccuper, sans faire attention à lui, on crée des choses qui sont inutilisables ou difficiles à utiliser et qui créent non pas de la satisfaction, mais qui créent de la frustration. Voilà, donc je voulais vraiment vous montrer cet exemple-là parce que je trouvais tout à fait exemplaire de ce que c'est que l'UX. Et mon métier à moi, finalement, c'est d'arriver à revenir en arrière, 70 ans, enfin 50 ans en arrière, vous reproposer ce parc-mètre, mais en intégrant totalement toute cette électronique, toute cette informatique qui est dans les parcs-mètres actuels. Si on arrive à faire ça, eh ben on arrive à faire une bonne UX. Concrètement, si je reviens un petit peu maintenant dans les choses du vrai web, du digital et du e-commerce, comment on fait de l'UX? Grosso modo, pour vous dire les choses telles qu'on les pratique nous au quotidien dans mon agence, on fait 2 choses. Un, on observe les gens. Donc là, je vous montre un extrait vidéo d'un test utilisateur. Donc c'est une observation in vitro d'utilisateurs pour voir exactement comment ils surfent ou ils naviguent sur un site. Alors là, c'est un extrait vidéo qui vous montre un test, non pas sur Google, hein, la Google c'est la page d'entrée, mais sur un autre site. On fait ça aussi sur évidemment des téléphones mobiles, hein, sur des smartphones. On filme et on enregistre tout ça. Et ce genre d'entretien, ce genre de test nous permettent en fait d'analyser une interface d'un projet existant ou non existant. On peut très bien faire ce genre de test sur un prototype. Et en faisant ces tests, en fait, on exerce la première partie du métier de l'UX, qui est l'observation des utilisateurs. Parce que l'UX, l'ergonomie, c'est avant tout ça, c'est avant tout l'observation des utilisateurs. Comprendre ce que font vos prospects, comprendre ce que font vos clients sur votre site, et en regardant ce qu'ils font exactement, c'est comme ça que vous arriverez à trouver ce qui fonctionne, parce que c'est très important de savoir ce qui fonctionne sur son site web. Souvent, moi, j'ai des équipes, j'ai des clients qui me disent « Oh, notre site, il est pourri, on va tout refaire ». Et ils oublient à quel point il y a tout un tas de choses qui fonctionnent très, très bien sur leur site et qu'il faut garder. Et également, et ça, c'est la deuxième partie de notre métier, ce qui ne fonctionne pas. Et c'est à partir de là que nous, on va pouvoir commencer à travailler et faire de la reconception d'expérience utilisateur. Et donc, effectivement, ça se matérialise en interface. Là, à droite, vous pouvez voir un petit peu le genre de choses que nous, on va livrer à nos clients quand on a travaillé sur la refonte d'un site Internet. Alors là, c'est le cas c'est la refonte d'un site pour un client qui s'appelle Lepage, qui est un grand bijoutier lillois. Et ce que vous voyez, ce sont différentes maquettes, différents wireframes, c'est-à-dire des maquettes de conception détaillées en fil de fer de différentes pages de ce site web. Et donc, notre métier, nous, en tant que UX designer, pour le e-commerce, c'est vraiment ça. C'est un, on essaie de comprendre ce qui se passe avec les vrais gens du web, les vrais gens de la vraie vie. Et deux, on reconçoit des interfaces qui vont en fait ensuite être évidemment programmées pour créer en fait ce qu'on appelle cette fameuse expérience utilisateur. Maintenant que je vous ai dit ça, et je me mettrai à votre place, si je ne connaissais pas l'UX, sans doute que si j'étais un patron d'un site de e-commerce, je vous dirais très bien, c'est très sympathique de me dire que l'ergonomie, c'est ça, mais en même temps, j'aimerais bien comprendre à quoi ça sert exactement et qu'est-ce que ça rapporte vraiment à mon entreprise. Alors, pendant très longtemps,
On n'a pas eu beaucoup de chiffres en fait, sur le ROI de l'UX. On ne savait pas très bien ce qui se passait quand on changeait la couleur d'un bouton ou quand on refaisait une interface. On avait du mal à calculer, même avec les Web Analytics, la rentabilité de tout ça. Alors, c'est très intéressant parce que il y a cette année, en fait, non, c'était en 2018, excusez-moi, il y a un grand cabinet d'études pardon, qui s'appelle McKinsey et compagnie, qui a mené une enquête pendant 5 ans sur plus de 300 entreprises américaines. Donc, c'est une étude qui s'est déroulée aux États-Unis pendant 5 ans. Et l'objectif de cette étude était vraiment de comprendre s'il y avait une différence entre les entreprises qui faisaient du design pris au sens large du terme, hein, parce qu'aux États-Unis, ce n'est pas exactement le même sens qu'en France et peut-être en Belgique. Le design, c'est vraiment le design d'expérience au sens complet du terme. Ça inclut le design de produits, ça inclut le design d'expérience, ça inclut même le design d'expérience de marque, etc. Mais ça rejoint beaucoup les notions du X, et ça inclut en tout cas les notions du X. Et donc, ils ont essayé de voir si les entreprises qui investissaient largement dans le design, dans l'UX entre autres, avaient une meilleure performance au bout du compte que celles qui n'investissaient pas dans ce domaine-là. Alors, ce n'est pas la peine que je vous fasse un suspense de la mort. La réponse est oui, évidemment. Mais au moins, pour une fois, on a les chiffres. Et d'ailleurs, je vous ai donné le lien. Si vous voulez télécharger l'étude, elle est disponible gratuitement, en tout cas en partie, sur le site de McKinsey. Ce qu'on peut voir, on va y passer rapidement parce que ce sont des chiffres un petit peu globaux et ce n'est pas forcément très parlant pour tout le monde, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que les entreprises qui investissent plus dans le design, donc en plus du UX designer, qui ont plus de designers, qui s'intéressent plus à l'expérience client et à l'expérience client digitale, au final, finissent par générer beaucoup plus de revenus que les entreprises qui ne le font pas. Donc, je ne vais pas rentrer en détail dans cette étude, ce n'est pas moi qui l'ai faite, j'en ai juste retenu 2 chiffres comme ça pour vous montrer à quel point la différence était importante. Et on voit en tout cas que dans tous les cas, on génère plus de revenus, plus de croissance de revenus que les entreprises qui n'investissent pas dans le design. Et puis je rajouterais juste par rapport à ça, puisque j'ai quand même un avis personnel sur la question, que ça fait 10 ans que je travaille dans ce domaine-là et qu'on a vu beaucoup de nos clients investir dans l'UX. Aujourd'hui, il est clair que quand on travaille avec les grandes entreprises, l'UX n'est même plus une question, ils en font naturellement. Et la preuve, c'est qu'on travaille moins avec ces grandes entreprises. Pourquoi? Parce qu'elles ont intégré des studios UX au sein de leurs propres équipes, ce qui n'était pas le cas il y a 5-6 ans encore. Donc, on attendait un peu d'avoir une preuve chiffrée de l'amélioration de la performance économique des sites de e-commerce grâce à l'UX. Aujourd'hui, on l'a. Bon, moi, je le savais depuis longtemps, mais le fait d'avoir ces chiffres, c'est quand même une bonne nouvelle. Et puis, avant qu'on commence à avoir un peu d'exemples plus concrets, je voulais juste terminer par une petite slide sur, à mon avis, les 4 bénéfices majeurs de l'expérience utilisateur. C'est-à-dire que quand vous arrivez à créer des bonnes expériences utilisateurs pour vos clients, quand tout se passe bien, quand il n'y a pas de bugs, quand ils comprennent très très bien ce qui se passe sur l'interface, quand ils n'ont pas l'impression qu'ils vont se faire arnaquer en passant une commande, quand ils comprennent très bien quand ils vont être livrés, quand l'expérience qu'on leur fait vivre est enrichissante et enthousiasmante, quand ils voient très bien l'information sur le produit, etc., 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 eh bien, tout ça, c'est de l'UX. Eh bien, vous agissez en fait sur 4 leviers qui sont l'engagement, la conversion, la fidélisation et la rassurance. Et ces 4 leviers, ce sont vraiment les 4 bénéfices de l'expérience utilisateur, de l'UX. Engagement, pourquoi? Parce qu'en fait, meilleure sera votre ergonomie, votre information, votre architecture d'information sur votre site, plus les gens iront loin dans votre site, plus ils navigueront dessus, donc on les engage plus. Conversion, pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que quand le tunnel de commande est facile à utiliser, qu'il n'y a pas de bug, que les messages d'erreur, quand vous remplissez un formulaire d'inscription, sont clairs, quand la rassurance est claire et qu'on vous dit clairement ce que vous allez payer, et qu'on ne vous rajoute pas des frais en plus à la dernière minute, quand tout ça est clair, oui, vous allez augmenter votre conversion. Fidélisation, pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que quand tout s'est bien passé sur le site, vous pouvez être certain qu'un utilisateur va finir par y reviendra. Et ça, c'est un phénomène extrêmement clair qu'on voit très bien chez les GAFA qui savent très bien exploiter tout ça. Et puis, la rassurance, peut-être que j'aurais dû mettre en 3, je suis en train de me rendre compte de ça en vous parlant. La rassurance qui vient avant, mais en fait, c'est aussi une dimension extrêmement importante et d'ailleurs très facile. C'est aussi un levier sur lequel il est très facile d'agir, la rassurance. Plus vous arriverez à être transparent dans votre information, plus vous serez honnête. Et dans le digital, on ne peut pas tricher hein, à cause des réseaux sociaux. Une mauvaise réputation est très vite faite.
plus vous arriverez à convertir, à engager, etc., etc. Donc, tout ça, évidemment, fonctionne l'un dans l'autre. Et plus, au final, vous arriverez à générer de satisfaction, ce qui est un petit peu votre but ultime. En tout cas, c'est le but ultime que vous devez assigner à l'UX. Alors, concrètement, comment ça se passe? Alors, comme je vous disais, je ne vais pas vous montrer 150 000 exemples parce que je pourrais très bien y passer la nuit. Il y a beaucoup de livres qui existent sur le sujet. Je vais juste vous montrer quelques axes de progression qui me semblent importants à mon avis. Et ça concerne aussi bien des petits e-commerçants, des e-commerçants débutants, que des e-commerçants de sociétés de taille moyenne ou des plus grosses sociétés. Ce que j'ai essayé de mettre là, c'est un peu des quick wins qui sont assez faciles à appliquer parce qu'en principe, ils ne demandent pas trop de développement et pas trop de travail graphique. Mais ce ne sont pas les seuls. Donc, premier axe d'optimisation possible et intéressant pour l'UX, c'est l'axe information, informer un maximum. Dans le digital, on est seul face à son écran. On n'a personne pour nous aider, sauf si, peut-être si vous surfez à deux, mais concrètement, on n'a pas de vendeur, même s'il y a des palliatifs à ça, hein, des outils de chat, pourquoi pas, des outils de vidéoconférence, pourquoi pas aussi, c'est sans doute en train de se développer, mais le but de l'e-commerce, c'est justement d'éviter d'avoir trop d'aide humaine, c'est de se confier uniquement au client. Donc le client est vraiment seul, et pour l'aider à prendre sa décision, le client a donc besoin de beaucoup plus d'informations que ce dont il a besoin en magasin. En magasin, il y a toujours le vendeur, et puis en magasin, il y a beaucoup d'autres canaux d'information qui existent, qui sont l'odorat, la lumière, le son, les autres clients, enfin, il peut toucher le produit, il peut le palper. Évidemment, et je crois que Damien l'a dit tout à l'heure, dans le digital, on est très limité puisque quasiment le seul sens qui est sollicité, c'est le sens visuel. On n'a pas d'odeur, on n'a quasiment pas de son, c'est extrêmement rare qu'on utilise la musique en e-commerce, et pas de toucher non plus, hein, même si les interfaces haptiques vont peut-être faire leur apparition un jour. Donc, on est limité au visuel, et donc il faut remplacer toutes les sensations qui existent en magasin par de l'information visuelle et écrite. Donc là, je vous ai donné un petit exemple, encore une fois, du site Lepage que vous pouvez aller voir, qui est un site qui est fait sur PrestaShop pour un e-commerçant. Dans le domaine du luxe, et bien là, par exemple, comment on fait pour donner un maximum d'informations aux gens sur les montres de luxe sans qu'ils puissent les toucher, alors qu'on sent bien que c'est quand même quelque chose d'important de pouvoir toucher un objet de luxe. Là, très simplement, on a travaillé sur de multiples visuels produits. Bon, je ne parle pas de la qualité des photos parce que Daniel en a parlé tout à l'heure, mais c'est extrêmement important. Vous ne le voyez peut-être pas ici, mais le zoom est extrêmement grossissant. Ça, c'est vraiment important. Je vois encore beaucoup trop de sites de e-commerce avec des zooms qui grossissent à peine le produit. Alors, quand c'est une montre, c'est peut-être pas très, très grave parce qu'on la voit déjà suffisamment bien là maintenant. Mais quand c'est un produit d'électroménager comme un réfrigérateur ou un lave-linge, il faut que les gens puissent voir le détail, il faut qu'ils puissent voir les boutons, il faut qu'ils puissent voir la finition, donc il faut qu'ils puissent agrandir. Donc, une des choses qui sont importantes à faire, en tout cas, c'est d'améliorer l'information visuelle sur un site. Donner des détails de toutes sortes. Alors ici, encore une fois, toujours sur la même page produit de ce site Lepage, vous voyez, on a rajouté des icônes assez faciles, des petites icônes assez faciles à lire avec des petites informations. Donc là, on apprend que la montre est automatique, que le verre est en saphir, que l'étanchéité est de 30 mètres. Alors évidemment, là, c'est un petit peu peut-être diminué dans votre écran, mais normalement, on le voit bien à la bonne taille. C'est aussi écrire des textes, raconter des histoires. C'est vraiment donner un maximum d'informations à vos utilisateurs. Et faire aussi, évidemment, que ces informations soient les mieux mises en forme possible, de manière à ce qu'on puisse facilement les lire. J'insiste pas là-dessus, je pourrais faire aussi un chapitre entier là-dessus, mais par exemple, pensez à vos utilisateurs malvoyants, pensez aussi à créer des interfaces accessibles. Bon, c'est un autre chapitre, mais c'est aussi une dimension qu'il faut prendre bien évidemment en compte si vous voulez toucher tous vos utilisateurs, tous vos clients. Donc, informer, c'est aussi, et ça c'est un excellent moyen de conversion, c'est aussi utiliser des vidéos. Là, je vous montre un exemple de Sergic, de l'offre de service qui s'appelle Syndic One de Sergic, qui est une foncière immobilière bien connue dans notre région. Rajouter une vidéo, c'est un très très bon moyen d'expression, notamment pour vendre des services compliqués comme le sont la gestion de syndics d'immeubles. Donc, je ne sais pas si je vous l'ai mis là. Alors, évidemment, c'est une vidéo qui requiert ici pas mal de budget, mais on peut faire des vidéos très, très courtes sur des produits. Et il est prouvé que les vidéos augmentent la conversion sur les sites de e-commerce.
immeuble directement depuis Voilà, donc là, vous l'application. voyez, c'est tout un travail qui présente les interfaces, l'application, Vous voici connecté le dans votre espace back-office. client Et c'est pour SyndiqOne. ça que je vous ai mis cette vidéo, parce que je trouvais ça très intéressant. Sachant que SyndiqOne, c'est essentiellement une application online, eh bien, montrer, L'application entre vous guillemets, permet d'échanger l'intérieur et du de produit. communiquer Monter, avec tous et les l'intérieur du clients produit, et quand c'est une l'équipe application, bah, c'est expert montrer les pour une interfaces de gestion en ce toute produit. transparence. Donc, si vous En deviez un clin montrer une d'œil, montre, bah, pourquoi vous ne disposez montreriez-vous de pas les l'annuaire de engrenages, votre ne immeuble qui montreriez-vous pas donne le un accès mécanisme immédiat de aux la montre coordonnées automatique, des offres du etc., via une propriétaire. vidéo. Bien sûr, les vidéos représentent un budget assez conséquent par rapport à la photo, mais aujourd'hui, je pense qu'il existe des solutions qui permettent de fédérer, enfin en tout cas de mutualiser des moyens de faire de la photo et de la vidéo. Et il est en tout cas certain que la vidéo est un moyen de conversion vraiment, vraiment important. Donc voilà, j'ai mis ici exactement le même exemple en disant ouvrez le capot. J'aime bien cette notion d'ouvrir le capot. C'est un peu comme sur le site d'Amazon. Alors, je ne sais pas si ça existe encore, mais en tout cas, à l'époque, on pouvait ouvrir le capot des livres. On pouvait littéralement les feuilleter, les livres. Pas tout le livre, mais une partie au moins, pour pouvoir se rendre compte de ce qu'il y avait à l'intérieur. Il faut que ce soit vrai aussi pour tous les produits différents que vous allez vendre. Alors évidemment, si vous vendez des chocolats, ça va être très compliqué d'ouvrir le capot. Mais par contre, si vous vendez des outils, des accessoires électroniques, ou si vous vendez des choses un petit peu complexes ou des services, ouvrir le capot, donc décliner le produit, le décortiquer, en montrer toutes les facettes. C'est un moyen à la fois de créer du contenu, donc ça vous aidera en SEO, mais surtout d'informer vos utilisateurs. Un autre exemple, en fait, important de mise en forme d'information. Alors ici, c'est pour une assurance. Quand vous avez des produits très, très complexes et qui peuvent se comparer, je pense notamment à l'électroménager. Par exemple, si vous allez acheter un lave-linge, comme ça m'est arrivé assez récemment, et que vous ne vous y connaissez pas trop, vous avez vraiment besoin de vous y retrouver. Et un des meilleurs moyens pour aider les gens à s'y retrouver, c'est les tableaux de comparaison. Donc là, quand on est chez un assureur, d'ailleurs, je me suis trompé je me rends compte, je me suis trompé d'URL, bon, c'est pas très grave. Là, c'est l'assureur April Moto, euh, qui a une assurance, mais avec différentes options dans cette assurance, pour aider les gens à bien comprendre quelles sont les différentes options. Et donc, c'est la même chose quand vous avez un comparateur de produits, par exemple électroménager. Faites ce genre de tableau et soignez surtout extrêmement bien la mise en forme de ce tableau, de manière à ce que les gens puissent très rapidement, visuellement, s'y retrouver. Là, par exemple, on se rend tout de suite compte que la touriste, elle est beaucoup plus riche que l'essentiel, je parle des assurances. On le voit très bien parce qu'en fait, il y a 6-7 cases à cocher dans la touriste. Et cette information-là, elle vous apparaît instantanément. En fait. Vous n'avez pas besoin de réfléchir pour la comprendre. Visuellement, elle est faite de telle manière que vous la compreniez immédiatement. Et puis après, bon, vous voyez qu'on a beaucoup d'espace pour que le tableau reste lisible. Vous voyez qu'on a aussi mis à côté une box d'information avec tout en haut le lien vers l'assistance. Ah ben non, c'est parce que je vous dis une bêtise. On vous explique en fait les plus produits par rapport à l'assistance. Je vous disais une bêtise, ne tenez pas compte de ma dernière remarque, mais ce n'est pas très grave. Donc là, je voulais vous montrer cet exemple de tableau parce que souvent, dans les produits d'assurance qui sont très complexes, on a du mal à faire des tableaux. Bon, voilà, nous, on travaille beaucoup là-dessus, notamment, et surtout sur la déclinaison mobile qui est encore plus ardue. Mais ça, ce sont des choses qui aident vraiment les internautes à se repérer dans vos offres. Tout à l'heure, je parlais de rassurance. Alors, la rassurance, c'est vraiment un des sujets les plus importants en e-commerce. C'est faire que vos internautes n'aient pas peur de passer commande. Et je peux vous le dire d'expérience, les internautes sont, d'ailleurs moi-même, et j'imagine que vous aussi, on est tous un petit peu stressés quand on commande en ligne. Pourquoi? Parce que ça a un côté un peu immatériel. Et ce côté immatériel fait qu'on n'est pas tellement à l'aise. On n'est pas tranquille, on n'a personne en face de nous, on n'est pas dans un magasin, ce n'est pas concret, c'est du digital. Et toute cette expérience sensorielle qu'on a normalement en magasin ou avec quelqu'un en face à face, on la perd. Et ça crée en nous un sentiment d'insécurité. Et ce sentiment d'insécurité, il faut absolument que vous luttiez contre, parce que d'après moi et d'après notre expérience aujourd'hui, c'est vraiment ce qui est le plus freinant dans la conversion. Je dirais même, à la limite, ayez une mauvaise ergonomie dans votre tunnel de commande. Si votre site est extrêmement rassurant, les gens commanderont. J'en veux pour preuve que sur Amazon ou Apple, qui sont quand même des leaders, vous n'avez pas forcément une ergonomie qui est optimum. Ça, je pourrais évidemment vous le démontrer. Mais vous avez même des bugs. Des fois, ça fonctionne mal. Et ce sont des marques qui ont une telle, déjà, notoriété qu'on leur fait confiance presque les yeux fermés, mais en même temps qui ont
travaillé des années et des années pour arriver justement à cette confiance. Et vous, en tant que e-commerçant, alors surtout si vous êtes débutant, vous allez devoir la bâtir, cette confiance, et devoir la mettre en œuvre au fil du temps. Donc, ce n'est pas quelque chose qui s'acquiert évidemment d'un seul coup, un seul, c'est quelque chose qui se construit, et vous pouvez le construire vraiment facilement parce que ça consiste essentiellement en informations de rassurance, comme du texte, comme on peut le voir ici sur le site de Lepage, toujours. Vous voyez qu'on met en avant à la fois des services satisfaits ou remboursés, par exemple, qui est très, très rassurant. Alors, bien sûr, quand vous cliquez sur le lien, vous aurez plus de détails là-dessus. On rassure sur les modalités de paiement. Là, on peut par exemple payer en 3 ou 4 fois sans frais. Évidemment, ça va rassurer. Quand vous achetez une montre à 4 000 € sur le digital, vous dire que vous pouvez la payer en 3-4 fois, ça peut vous aider, surtout s'il n'y a pas de frais. Rassurer sur la livraison en disant qu'elle est sécurisée. C'est le mot sécurisé ici qui est important. Forcément, une montre de luxe, si elle est envoyée juste par un simple colissimo, ou si je n'informe pas mon client que ça va être envoyé par une modalité de livraison plus sûre, je vais avoir du mal à terminer ma commande. Et donc, je vous disais, avec le temps, je peux vous le dire, on a fait beaucoup d'optimisation de sites avec pour but d'optimiser la conversion. Au début, on travaillait, quand je dis au début, c'était il y a 10 ans, on travaillait énormément sur le tunnel de commande, sur l'ergonomie du tunnel de commande. On se disait c'est ça qui est important. Et bien, on s'est rendu compte en fait que la conversion, on l'augmentait en travaillant tout ce qui était rassurance et information de produit. Donc, en fait, très, très en amont du tunnel de commande. Donc, il faut vraiment prêter attention à ça. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est un peu des axes d'optimisation qui sont plutôt les moins chers à réaliser, puisque c'est essentiellement du texte ou de l'image. Et puis, je vous ai rajouté un autre petit exemple là-dessus, toujours chez Lepage, où il peut être parfois intéressant de vous montrer vous-même en tant que commerçant, notamment si vous avez un historique, si, comme c'est le cas chez Lepage, vous êtes une espèce de figure locale que les gens aiment bien commettre. Et si vous avez aussi même, et si vous êtes photogénique même, et que si vous avez une image rassurante, utilisez cette image rassurante, rassurez les gens sur qui vous êtes. Ça peut servir. Ce n'est pas forcément indispensable, mais ça peut servir. Donc rassurer, c'est également, vous voyez, ce genre de tableau d'information. Et ce qui est important aussi dans cette rassurance, c'est qu'il faut éviter absolument d'écrire des pâtés de texte illisibles. Alors, il y a des gens qui essaient de mettre beaucoup d'informations pour rassurer leurs utilisateurs, des informations par exemple sur la livraison. Très bien, mais surtout, faites attention à vos textes. Faites qu'ils soient courts, faites qu'ils soient écrits sous forme de liste à puces, comme c'est le cas ici, avec des titres en gras. Faites que toute cette information soit facile à digérer par le regard. C'est-à-dire faites que cette information soit facile à picorer de l'œil et qu'on puisse s'y retrouver facilement. Vous voyez, là, on a carrément scindé un bloc d'informations en 3-4 paragraphes, très courts. Et bien ça, c'est beaucoup plus satisfaisant pour l'utilisateur qu'un seul bloc texte dont on peut être sûr que l'utilisateur ne lira que la première ou la deuxième ligne. Donc voilà pour la rassurance et la transparence. Alors, je vous montre un exemple qui contredit, j'ai l'air bête, un petit peu ce que je vous ai dit juste avant. Alors peut-être que là, il faut retenir, c'est le fait qu'il y ait beaucoup d'informations et qu'il ne faut pas hésiter justement à mettre beaucoup d'informations. Alors là, j'avoue, on pourrait faire mieux. Mais à culpa, j'aurais peut-être pas dû vous montrer cet exemple, mais c'est peut-être parce que j'ai préparé ma présentation un petit peu trop rapidement. Alors ensuite, un troisième axe qui me semble important, qui est à la fois un travail de fond, mais un travail qu'on peut aussi faire assez rapidement sur un site. Je m'explique. Je vous montre ici un exemple d'une mutuelle en France qui s'appelle Amy, dont la particularité est de s'adresser vraiment aux jeunes adultes, aux étudiants et aux jeunes adultes. En France, il est obligatoire pour chaque personne d'avoir une mutuelle. Et donc, pour les étudiants et les jeunes adultes, c'est un petit peu compliqué parce que souvent, soit ils sont sans emploi, soit ils sont encore étudiants et donc ils n'ont pas naturellement de mutuelle. Donc, ils peuvent, dans ce cas-là, on peut les solliciter et leur proposer. Là, Amy a pris le parti donc, de s'adresser uniquement aux clients jeunes. Et ici, on les a, avec Wexperience, pas mal accompagnés sur une identité de marque qui correspondait à cette cible-là. Alors, ce n'est pas nous qui avons, on a créé les interfaces graphiques, on n'a pas, nous, travaillé vraiment sur l'identité de marque, mais on s'est basé sur ce qu'ils nous ont donné comme information par rapport à cette identité. Et ce qui est important ici, c'est de voir comment on retranscrit cette identité de marque sur le site. Typiquement, dans le cas de Amy, c'est par exemple en adoptant un langage pour les jeunes.
Donc voilà, on utilise ici le tutoiement, ce qu'on ne ferait certainement pas sur un site qui vend des produits financiers ou un site qui vend des outils pour des artisans. Mais là, on pense que c'est important de tutoyer les jeunes et ça marche mieux. On écrit aussi dans un langage un peu parlé. On utilise des expressions qu'on n'utiliserait pas sur d'autres sites. Par exemple, quand on pose la question « Quel âge as-tu ?», on dit « Forever Young ». Bon, ça n'a aucun intérêt en soi, mais ça crée une ambiance. Et c'est un simple travail de texte qui fait que votre expérience utilisateur, et là, ça rejoint ce que je vous disais tout en début de conférence, elle n'est pas seulement fonctionnelle, elle est fun, elle est amusante, elle est intéressante. Souscrire en ligne à une mutuelle, c'est un cauchemar. Personne n'a envie de faire ça. C'est compliqué, on n'y comprend rien. Eh bien, transformer cette expérience compliquée et ennuyeuse en quelque chose d'amusant, de ludique presque. Alors bien sûr, ça reste l'achat et la souscription à une mutuelle, ça n'est pas drôle dans le fond, mais si vous travaillez ne serait-ce que sur vos textes ou même sur vos visuels, puisque là, vous voyez bien que le visuel, il y a une espèce de tonalité un peu humoristique dedans, vous allez plus facilement engager vos utilisateurs et vous allez plus facilement les pousser jusqu'au bout de votre tunnel de commande. Et si j'avais un conseil à vous donner, ce serait peut-être d'ailleurs de prendre en exemple déjà Amy, qui est un bon exemple, puisque c'est un site qu'on a réalisé chez Expérience, mais vous pouvez trouver le même état d'esprit sur un site qui s'appelle Back Market, qui fait du produit reconditionné, où il y a énormément de petites phrases comme ça de relance, d'accroche, avec un humour un peu pince sans rire, un petit peu amusant. Eh bien, uniquement à ces textes, ils arrivent à créer une bonne expérience utilisateur qui certes ne va pas aider à la conversion. Ce n'est pas parce qu'on fait des phrases un petit peu drôles qu'on va vendre plus, mais simplement qui va créer un état d'esprit plus amusant et améliorer l'expérience utilisateur. Donc ça, c'est vraiment un axe d'optimisation assez facile à mettre en œuvre. Travaillez vos textes. Et puis après, une tarte à la crème, mais j'ai besoin, et j'avais besoin de le répéter parce que je suis encore tombé la semaine dernière sur un site qui n'était pas responsive mobile. Et des fois, je me demande pourquoi les gens n'adaptent pas leur site Internet à un site mobile, mais c'est devenu indispensable. Donc, je suis obligé de le répéter encore une fois. Quand vous faites un site de e-commerce web, il doit être adapté à des interfaces de téléphone et de tablette. C'est indispensable. Même si on sait très bien que la conversion sur mobile est beaucoup plus faible que la conversion sur desktop, même si on sait très bien qu'on ne pourra pas porter toutes ces fonctionnalités desktop sur mobile, il faut absolument que vous ayez une version mobile. Vous n'en avez pas une, c'est rédhibitoire. En France, on en est à 30 à 40% de trafic mobile sur les sites de e-commerce, mais ça va jusqu'à 100% parfois, si vous prenez le cas de VP, si vous prenez le cas de Oui SNCF, on a quasiment 100% du trafic qui est fait sur mobile. Et ça continuera. Pourquoi? Parce que l'usage du mobile, c'est un usage qui s'intensifie d'année en année, qui a l'année dernière en France, en tout cas, dépassé l'usage des ordinateurs de bureau. Et donc, vous ne pouvez pas faire cette impasse. Donc, ça peut sembler être une tarte à la crème. Pourtant, je le répète, il faut avoir une version responsive mobile pour votre site web. Alors, j'en ai terminé pour ces petits exemples. J'espère que ça n'a pas été trop bref. J'aurais bien voulu en mettre plus, mais vous savez ce que c'est. Il faut toujours arriver à équilibrer. Avant de conclure, je voulais juste vous parler d'une dernière chose qui peut intéresser les e-commerçants qui sont dans la salle virtuelle qui se trouve en face de moi. Wexperience lance à partir d'aujourd'hui un baromètre de l'UX. C'est quelque chose qui est encore un petit peu expérimental, mais on cherche des e-commerçants qui accepteraient de poser un simple tag sur leur site pour leur permettre d'installer notre solution de mesure de l'expérience utilisateur sur leur site qui s'appelle UXCare. Je ne vous en dis pas tellement plus pour l'instant. Je vous ai mis le numéro de téléphone et l'email de mon collaborateur Steve, qui est mon autre directeur commercial chez Wexperience, qui pourra vous expliquer plus en détail de quoi il s'agit. Mais je tenais vraiment à attirer votre attention sur ce sujet-là, parce que l'expérience utilisateur n'est pas mesurée par la plupart des e-commerçants. Alors ça commence, mais vraiment très lentement. Or, ça devient indispensable de mesurer l'expérience utilisateur. Donc, nous, Wexperience, on va vous fournir un outil gratuitement pour pouvoir le faire sur votre site. Et en plus, dès qu'on aura suffisamment de données, donc dès qu'on aura suffisamment de e-commerçants, vous pourrez vous comparer aux autres commerçants de votre secteur. Donc, n'hésitez pas à prendre contact avec nous, à prendre contact avec Steve. Je vous redonnerai ses coordonnées si vous voulez plus tard. Vous aurez aussi mon adresse email et aussi mon numéro de téléphone en fin de conférence pour pouvoir profiter, non pas d'une offre, mais simplement de pouvoir participer à la mesure de votre site
C'est sans engagement, hein. Je fais un petit peu de commercial, mais je vous rassure, c'est vraiment sans engagement et vous pourrez le retirer quand vous voulez. Mais testez-le. On a besoin de gens, de e-commerçants ou de grosses entreprises pour intégrer ce baromètre et pour pouvoir faire, pour la première fois, en tout cas en France et pourquoi pas en Belgique, une mesure de l'UX des sites de e-commerce. Et puis, je finis encore par une petite page de pub pour Wexperience. Allez voir sur Ocha, c'est l'URL qui s'écrit en bas de votre écran, pardon. On vient de lancer un podcast sur les expériences digitales. Donc, toutes les 2 semaines, si je ne dis pas de bêtises, j'interviewe des responsables de gros sites de e-commerce pour parler avec eux d'expériences digitales et de la manière dont il faut créer des expériences, dans la manière dont ces grosses entreprises créent des expériences pour améliorer la performance économique de leurs canaux digitaux. Voilà, j'en ai terminé. Je vous remercie de votre attention. J'espère que tout ça vous a intéressé. J'espère que vous avez des questions à me poser. Je serais vraiment ravi d'y répondre. Rappelez-vous juste une chose. L'UX, ce n'est pas du design d'interface. L'UX, c'est d'abord de l'observation, comprendre ce que font vos utilisateurs. Et l'UX, c'est un travail permanent d'optimisation de son site par petites touches sur la rassurance, sur l'information, sur la mobilité. Et peu à peu, vous arriverez à créer un site qui convertira plus que peut-être ce qui convertit aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention. Je ne sais pas si on a du temps pour les questions-réponses. En tout cas, je suis dispo. Je vais en tout cas, moi, arrêter ma présentation. Alors, peut-être en tout cas, s'il y a une ou d'autres questions, on est juste là au cordeau, mais pourquoi pas, s'il y a une question, une incompréhension, si Thomas a la générosité de nous laisser 2-3 minutes, si jamais vous avez une question dans la salle, n'hésitez pas. Merci Olivier, c'était très intéressant, très complet, très riche, effectivement. Alors, juste pour te relever ou te ramener les résultats du sondage que nous avions fait pendant ton intervention, nous avions donc demandé si les défis en termes d'expérience utilisateur, c'était plutôt de procurer une expérience personnalisée, de tenter de garder le client dans tout le tunnel, de pallier à la dématérialisation, de compenser le manque d'interaction avec les clients, ou de rassurer le client sur l'enseigne, les conditions de vente, etc., etc. À l'unanimité, en premier top position, nous avions rassuré le client et puis tenté de garder le client dans tout le tunnel. Et donc, tu vois qu'on a de très bons élèves dans la salle et de très, très bons praticiens e-commerce.